Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la théorie de la section 4.9 du livre de Physique XXI, le tome B. Donc, voilà, allons-y. Donc, la section 4.9, ça s'appelle le champ magnétique généré par un solénoïde. Okay. C'est la suite directe, là, si vous voulez, de la section 4.8. Okay. Rappelez-vous, dans la section 4.8, là, on avait parlé là, vers la fin là, que quand on avait trouvé en fait des formules pour trouver le champ magnétique qui était généré par une spire. Okay, ce qu'on appelle une spire, c'est un fil conducteur formant un des tours d'une bobine. Fait qu'à chaque fois que vous avez un anneau, si vous voulez, là, ou un tour complet de fil, on appelle ça une spire. C'est ça, fait qu'on avait déterminé une équation pour calculer le champ magnétique produit par une seule spire. On avait trouvé les équations pour trouver le champ magnétique produit vraiment au centre de la spire, et on avait trouvé une deuxième équation pour trouver le champ magnétique qui était produit sur l'axe central de la spire, là, à un certain point. Okay. Et là, on s'était posé la question, qu'est-ce qui arrive si on fait plusieurs enroulements de tours? Okay. Si on fait plusieurs tours de fil, plusieurs enroulements de fil, okay. On va donc avoir plusieurs spires. Okay. Puis ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a deux façons de faire ça. C'est que si vous faites des enroulements de fil et qu'on peut considérer que l'épaisseur de votre enroulement, la hauteur H ici, si c'est beaucoup plus petit que le rayon de vos spires, comme c'est à peu près le cas sur le dessin que vous voyez là, ça c'est les cas faciles, on appelle ça des bobines à spires superposées. Et quand c'est le cas, on peut tout simplement faire l'approximation que toutes les spires sont situées au même endroit. Donc on a juste à prendre le champ magnétique produit par une spire et multiplier ça par le nombre de spires qu'on a. On fait donc une simple multiplication et ça fonctionne. Donc ça, on a vu ça à la fin de la section 4.8. Aujourd'hui, à la section 4.9, le sujet, c'est quand vous avez un solénoïde. Donc, quand vous prenez du fil, vous faites un enroulement de fil, mais que là, vous n'avez plus cette condition-là. Quand cette condition-là n'est plus respectée, donc quand vous avez que la distance h est à peu près du même ordre de grandeur que le rayon de vos spires, ou même là, dans un cas où vous auriez ça comme ça. Donc, lorsque la distance h est même plus grande que le rayon de vos spires. Donc là, on ne pourra plus parler de bobine à spires superposées. On va commencer à parler plutôt là, de ce qu'on appelle un solénoïde. Okay? Donc un solénoïde, c'est exactement ça. C'est un enroulement de fil là, pour lequel la largeur, si vous voulez, de votre enroulement, là, qu'on appelle H. Si ça, c'est plus grand que le rayon R, ou à peu près du même ordre de grandeur, ou même plus grand que le rayon R, là, il faut considérer ça comme un solénoïde. La difficulté, c'est que quand vous allez faire ça, on ne peut plus considérer que toutes les spires sont situées au même endroit. On va vraiment devoir considérer qu'il y a plusieurs spires qui sont toutes à des endroits légèrement différents, donc qui vont produire des champs magnétiques différents à un certain point P. Par exemple, si on a un point P qui est situé ici, on comprend que cette spire-là est beaucoup plus proche du point P que la spire qui est la dernière ici. Okay? Fait que c'est sûr que là, il va falloir faire un calcul un peu plus poussé. Alors que ici, toutes les spires sont situées approximativement au même endroit. Fait que si vous avez un point P qui est là, on pourrait dire les trois spires sont situées à peu près au même endroit. On calcule le champ qui est produit par une spire, on fait x3, puis ça va être correct. Mais pas pour un solénoïde. Okay. Fait que ça, c'est un exemple. Une belle image d'un solénoïde là, qu'on peut trouver là, sur Internet. Là. Donc, fait que vous voyez vraiment qu'on peut considérer ça comme plusieurs tours de fil, donc plusieurs spires, qui ne se situent pas exactement au même endroit. Okay. Ça, c'est un exemple de solénoïde qui est roulé bien serré, là, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'espace là, entre les différents fils. Okay. Mais ça pourrait être quelque chose avec de l'espace entre les différents fils, ça ne change pas grand-chose. La formule qu'on va développer peut fonctionner autant pour des solénoïdes de ce type-là que pour des solénoïdes de ce type-là. Vous allez voir, c'est une formule qui est quand même assez générale. Okay. J'ai trouvé comme ça sur Internet là, une simulation d'un solénoïde et vous voyez que dans le fond, dans la simulation, c'est tout simplement plusieurs spires placées une au-dessus de l'autre. Okay? C'est sûr que dans la vraie vie, c'est pas exactement ça parce que bon, le fil est enroulé un petit peu en diagonale. C'est pas des anneaux qui sont tous séparés les uns des autres, c'est tout relié ensemble. Mais en gros, c'est ça l'idée. Okay? Et dans la simulation que j'ai trouvée ici, là, si on fait passer du courant dans les anneaux, vous voyez qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, il va y avoir du champ magnétique qui va être créé. Okay, vous voyez les petites charges électriques là, qui se déplacent. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a du courant électrique qui tourne dans une spire, ça va produire du champ magnétique. Et quand on fait le champ magnétique total, là, produit par toutes les spires, ça va donner quelque chose comme ça. Okay? Donc ça, c'est une simulation. Et
Dans la vraie vie, on peut le faire. Hein. Si on prend là, du fil électrique, là ici où on a placé un morceau de carton ou de plastique, là, puis on a percé des petits trous, puis on a enroulé du fil comme ça. Donc c'est comme plusieurs anneaux. C'est pas mal l'équivalent de cette simulation-là. Et sur le morceau, je pense que c'est probablement du plastique, là, sur l'espèce de morceau de plastique ici, on a saupoudré de la limaille de fer. Et la limaille de fer, quand ça se retrouve là, en contact avec du champ magnétique, le fer est un matériel ferromagnétique, donc ça agit momentanément là, comme un aimant, et ça va donc s'orienter dans le même sens que le champ magnétique. Fait qu'on voit un petit peu ici les lignes de champ magnétique qui se dessinent. Fait que vous voyez que dans le solénoïde, justement, la limaille de fer s'est placée en ligne droite, hein, un peu comme on avait dans la simulation ici. Donc ça vous montre que vous avez un fort champ magnétique quand vous êtes à l'intérieur du solénoïde. Quand on arrive à l'extérieur du solénoïde, ici, là, dans les régions, là, vous voyez les lignes de champ magnétique qui partent un peu vers l'extérieur, et ici aussi. Okay? Donc ça montre encore une fois bien ce que la théorie nous montre. Ça fait des lignes de champ qui vont sortir d'une extrémité du solénoïde, faire le tour et entrer dans l'autre extrémité pour tout le temps tourner comme ça. Okay? Et quand vous êtes là, à l'extérieur du solénoïde, vous voyez que le champ magnétique est beaucoup plus faible que ce que vous avez à l'intérieur. Ici, dans cette simulation-là, plus que c'est clair, là, plus que c'est blanc, plus que c'est un champ magnétique qui est fort. Puis comme vous êtes à l'extérieur, c'est beaucoup moins blanc. Fait que ça veut dire que le gros du champ magnétique là, produit par un solénoïde, c'est vraiment concentré à l'intérieur. Puis à l'extérieur du solénoïde, il n'y a presque rien. Okay? C'est ce que nous montre aussi la réalité. Okay. C'est ça. Donc, une des premières choses qu'on va voir avant de regarder la formule là, et comment on peut obtenir la formule, une des premières choses qu'on va déterminer, c'est dans quel sens va pointer le champ magnétique produit par un solénoïde. Okay. Il y a deux façons différentes de le faire. Une façon un peu plus difficile, puis une deuxième façon qui est beaucoup plus simple, okay, qui fonctionne bien pour les solénoïdes. Ben, la première façon, c'est d'utiliser la version de la main droite qu'on appelle pouce I, doigt B. Okay. Donc, vous allez prendre votre pouce. Et de manière générale, là, quand vous avez un fil électrique, on peut toujours faire ça. Hein, comme on avait vu là, dans une section précédente, si vous avez, je sais pas, là, un fil électrique qui pointe par exemple vers le haut, c'est l'exemple qu'on donnait. Ben, si avec votre pouce, vous mettez votre pouce vers le haut, donc dans le sens là, du courant électrique, avec vos doigts, si vous les enroulez, vous allez voir que ça donne des lignes là, qui tournent comme ça. Okay, autour de votre fil. Donc, le sens d'enroulement de vos doigts va vous dire dans quel sens les lignes de champ magnétique vont pointer. Parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant. Okay. Fait que si vous faites ça, pour un solénoïde qui ressemble à ça, fait que vous voyez le solénoïde il est fait comment. Vous voyez là, par le schéma en 3 dimensions comment le fil est enroulé. Vous voyez la pile est placée comment. Fait que vous comprenez dans quel sens que le courant va tourner. Si on dessinait ce solénoïde-là vu en couple, ben, le courant, quand on est dans les régions qui sont en haut du solénoïde, ça correspond à du courant qui va sortir hein, de l'écran. Et le courant voyage dans le fil comme ça et va arriver ici et va entrer dans l'écran. Donc on aurait des petits symboles X comme ça. Okay. Ça montre exactement ce qu'on voit ici. Fait que quand on est dans le haut du solénoïde, le courant, là, il sort de l'écran, il fait le tour comme ça, puis quand il arrive ici, il va entrer dans l'écran, puis bon, il se promène comme ça tout le temps. Okay. Donc, une des choses qu'on pourrait faire, c'est justement, prenez votre doigt, votre pouce, okay, et par exemple, vous mettez votre main droite près d'ici, là, vous pointez votre pouce qui sort de l'écran, vous allez voir que vos doigts vont tourner dans le sens anti-horaire. Alors que si vous regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre pouce avec votre main droite, vous plantez, vous faites comme si vous vouliez planter votre pouce dans l'écran, vous tournez vos doigts, vous allez voir que le champ magnétique va tourner dans cette direction-là. Fait qu'on comprend avec ce dessin-là que quand on est au centre du solénoïde, le champ magnétique va aller vers la droite. Okay? Fait que ça, c'est une façon de le voir. Okay? Puis on voit aussi qu'autour, localement, près de chaque petit morceau de fil, il va y avoir des espèces de petits cercles de champ magnétique, un peu comme on voyait ici dans la simulation. Quand vous êtes proche du fil ici, vous voyez comme des espèces de petites tours là, des petits cercles qu'on voit de champ magnétique. Mais dès qu'on arrive là suffisamment à l'intérieur, c'est pratiquement juste des lignes droites qu'on voit, hein, exactement comme nous montre le petit schéma ici. Fait que ça se fait. Okay, c'est correct. C'est une façon de le faire. Et ça va vous donner comme résultat qu'à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique se déplace vers la droite. Okay. C'est correct. Une façon qui est probablement beaucoup plus rapide, c'est d'utiliser la même version de la règle de la main droite qu'on utilisait pour trouver dans quel sens pointe le champ magnétique produit par un solénoïde, qu'on appelle là, la version de la main droite qu'on appelle doigt I, pouce B. Okay. Quand vous avez quelque chose qui tourne comme une spire par exemple, là, ou un anneau, ben, vous prenez votre main droite,
avec vos doigts, vous reproduisez le sens d'enroulement du courant et votre pouce va vous indiquer dans quel sens va pointer le champ magnétique. Donc dans cet exemple-ci, par exemple, là, on voit que le courant va tourner dans cette direction-là. Fait qu'on reproduit le sens d'enroulement du courant avec nos doigts et le sens dans lequel notre pouce va pointer, ben, le pouce lui va nous indiquer la direction du champ magnétique. Okay? Donc c'est ça qu'on voit ici, le courant tourne dans cette direction-là. Hein? Vous reproduisez ça avec votre main droite et c'est ça. Donc on peut trouver comme ça. C'est probablement plus rapide de faire ça pour trouver là, que le champ magnétique se déplace vers la droite. Okay, en fait, chaque spire individuellement là, produit un champ magnétique vers la droite. Donc, si vous en avez plusieurs, ben, c'est sûr que le champ magnétique va être produit vers la droite lui aussi. Okay. Quand vous avez un schéma comme ça, comme vous allez rencontrer dans le livre, là, ben, c'est ça, il faut regarder d'abord comment que le schéma a été dessiné. C'est sûr que ça reste un dessin qui est un petit peu en perspective, il faut juste comprendre comment le dessin est fait. Okay. Et de regarder la pile. Va pointer dans quelle direction, ça va vous dire dans quelle direction le courant va pointer. Et là, il faut vous essayer de comprendre dans quel sens est-ce que le courant va tourner. C'est ce qui va vous indiquer dans quel sens le champ magnétique va pointer. Okay. Par exemple, si vous comparez ces deux dessins-là, quand on regarde ça vite vite, ça a l'air d'être quasiment la même chose. Hein. C'est quasiment, ben, c'est pas mal, c'est le même dessin, en fait, c'est un copier-coller. C'est le même solénoïde, il y a la même forme. Okay. Mais il y a quelques mini-différences. Hein. Premièrement, vous pouvez remarquer que les piles ne sont pas placées, sont pas orienté de la même façon. Ici, la borne positive est à droite. Ici, la borne positive est à gauche. Okay? Donc, cette pile-là, elle va produire un courant dans ce sens-là. On pourrait imaginer que le courant va sortir ici, dans cette direction-là. Le courant, il va aller là, il va monter, il va tourner. Donc, quand il va arriver ici, il va pointer vers le bas. Alors que ici, c'est le courant qui va sortir dans cette direction-là et il va monter vers le haut. Fait que c'est sûr que si les courants pointent dans deux directions différentes, les enroulements ne seront pas les mêmes. Okay? Et avec avec la règle de la main droite, on trouverait que les deux champs magnétiques produits vont pointer dans deux directions opposées. Okay? Voilà. Fait qu'il faut toujours faire attention là, de bien comprendre votre schéma, dans quel sens pointe votre courant pour faire le bon enroulement avec vos doigts pour trouver dans quelle direction va pointer votre champ magnétique. Okay? Donc ça, c'est ça sert à déterminer dans quel sens va pointer le champ magnétique quand vous avez un solénoïde. Okay. Fait que oui, c'est correct de savoir dans quel sens le champ magnétique va pointer, mais encore, faut-il être capable de calculer ce champ magnétique-là. On veut savoir ça va être combien de Tesla. Okay. Fait que c'est expliqué dans le livre comment faire. Je vais juste vous l'expliquer dans mes propres mots, là, en schématisant tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a moyen. C'est un peu ingénieux. C'est pas si facile que ça comme raisonnement, mais c'est une façon relativement ingénieuse là, et bien pensée de faire ça. C'est qu'on va partir de l'équation qu'on a ici. Ça, c'est l'équation du champ magnétique qui est produit par... on a trouvé à la section 4.8. À la section 4.8, on avait trouvé que quand vous avez un tour de courant, un anneau, là, une spire hein, qu'on appelle, ben, une spire, quand on est à un point P, qui est situé quelque part le long de l'axe central là, de cette spire-là, ça va produire un champ magnétique qui est égal à ça. Donc, mu0 fois I sur 2R fois sin cube de alpha. I, c'était le courant qui passe dans la spire. R, c'est le rayon de la spire. Et sin cube de alpha. Alpha, c'était l'angle que vous voyez ici. Donc, l'angle qu'il y a entre le point P qui vous intéresse. Le point P se fait quelque part le long de l'axe central. Et une ligne qui part de là et qui va jusque sur la spire, n'importe quel point sur la spire, ça va être le même angle alpha de toute façon. Okay. En utilisant cette équation-là comme point de départ, vous allez voir qu'on va être capable de réaliser une intégrale et on va trouver cette formule-là. Okay. Parce qu'en fait, là, un solénoïde, comment il faut voir ça? Un solénoïde, il faut voir ça comme plusieurs spires qui sont placées toutes les unes à côté des autres. Okay. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'une certaine façon découper notre solénoïde en plein de petites spires. On sait que chaque spire produit un champ magnétique qui est égal à ça, et on va intégrer sur toute la longueur, là, toute la largeur du solénoïde pour trouver le champ magnétique total qui va être créé. Fait que c'est un peu ça l'idée. Vous voyez le schéma, on l'a déjà, c'est un peu ça que ça montre. Là. Je l'ai juste reproduit ici. Donc le solénoïde, moi j'ai dessiné un cylindre. Je n'ai pas dessiné vraiment un vrai beau cylindre, j'ai juste schématisé ça par un cylindre. Okay? Et on imagine qu'on a plein de petites spires qui sont comme ça.
Okay? Dans chaque spire, il y a un courant qui tourne dans une certaine direction. Et si on regarde juste une spire individuellement, qu'est-ce que ça fait? On sait qu'une spire comme ça, qui est parcourue par un courant I dans cette direction-là, par exemple, okay? Ça produirait au point P un petit élément de champ magnétique vers la droite qu'on va appeler dB. Okay? Et on sait que si on avait une seule spire, le champ magnétique ici qui serait produit, on le calculerait avec cette équation-là, qui est l'équation qu'on a déterminée là, à la section 4.8. C'est ça. Pour les spires, c'est 4.8. Donc voilà, ça c'est notre point de départ. Okay? Si on avait juste une spire, ça ferait ça comme champ magnétique. Okay? Mais si on avait une bobine à spire superposée, si on avait plusieurs spires, là, superposer une par-dessus l'autre ici, ben, ce que ça donnerait, c'est que ça donnerait ça multiplié par n. Si on a, je sais pas, là, 5 spires, on ferait ça fois 5. Okay. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on a exprimé ça en fonction de dn. Okay. On dit, oui, il pourrait avoir un nombre quelconque de spires ici. Si on avait un nombre infinitésimal de spires, qu'on appelle dn, okay, ça produirait donc un élément infinitésimal de champ magnétique qu'on va appeler dB. Okay, qui serait juste, dans le fond, dn fois ça ici. Okay. Et pour avoir le champ magnétique total, il faudrait intégrer tout ça. Okay, parce que le champ magnétique, c'est l'intégrale de tous les petits éléments dB. Donc, ça reviendrait à faire l'intégrale de ça ici. Là-dedans, il y a des trucs qui sont constants. On peut donc les sortir de l'intégrale. Fait que mu0 fois i sur 2r, c'est des constantes, parce que mu0 sur 2, c'est juste des constantes. I, c'est le courant qui circule dans votre solénoïde. Donc, toutes les spires sont toutes traversées par exactement le même courant. Il y a juste un seul courant là, qui décrit votre solénoïde. Et R, c'est le rayon de votre solénoïde, ou si vous préférez, le rayon de chacune des spires que vous considérez et que vous intégrez dans votre intégrale. C'est le même, hein? Le rayon des spires puis le rayon du solénoïde, c'est la même chose. C'est une constante. C'est le même rayon pour toutes les spires là, qui composent le solénoïde. Donc, tout ça, c'est des constantes. Ce qui nous reste à intégrer, c'est ça ici. Il faut faire l'intégrale de sin cube de alpha multiplié par dn. Okay? Mais dn, c'est un peu bizarre comme variable d'intégration. Okay. On comprend que si on faisait par exemple l'intégrale de dn, ben ça donnerait n. Hein. C'est-à-dire que n, ce serait le nombre de spires qu'il y a dans notre solénoïde. Fait que c'est sûr que si on intègre sur dn, ça va donner n, mais intégrale de dn, c'est comme bizarre comme variable d'intégration. Souvent, nous, on intègre sur des distances ou sur des angles. Okay? Fait qu'une des choses qu'il faut faire, c'est de trouver un truc, et c'est là que je trouve que c'est la petite passe-passe assez ingénieuse dans ce problème-là. C'est qu'on a trouvé une façon de convertir le dn en dx. Okay? Dx, si on comprend mieux c'est quoi, c'est un élément infinitésimal de longueur, et après ça on pourrait imaginer qu'on intègre là, de cet endroit-là à cet endroit-là, d'un x initial à un x final, intégrale sur dx, et on intègre ça sur la longueur totale du solénoïde. Okay? Donc ce qu'on a fait ici, c'est que le dessin peut vous aider. Okay? C'est que vous voyez là, ici, comme je dis, j'ai pas dessiné un beau solénoïde, mais si je l'avais fait, là, on aurait eu des espèces de ronds ici, puis là, on aurait eu des fils là, qui descendent comme ça. Bon, vous voyez l'idée, ça aurait ressemblé un petit peu à des schémas, un schéma comme ça. Okay. C'est ça. Fait, ici, si on considère le solénoïde au complet, okay, le solénoïde aura un certain nombre total de spires, qu'on appelle n, okay, et on pourrait diviser en éléments infinitésimales qu'on appelle dn. Okay. Fait que quand on fait ça ici, là, on parle du nombre de spires. Okay. Mais si on veut décrire le solénoïde en termes de distance, on pourrait dire que le solénoïde a une largeur totale qu'on peut appeler L. Okay? Et si on divise ça en éléments infinitésimales de longueur, ici on a écrit dx parce qu'on est le long d'un axe x, mais on aurait pu appeler ça dl aussi. En fait, dl puis dx, c'est la même chose, là, parce que dx, c'est l'élément dl qui se trouve le long d'un axe x. Fait que c'est comme la même affaire. Okay? Puis en regardant ça, on se rend compte qu'il y a le même lien qui existe entre dn et n que entre dx et l. Hein. dn, c'est juste un élément infinitésimal de nombre de tours parmi un nombre de tours total qui constitue le solénoïde. Et ici, dx, c'est un élément infinitésimal de longueur parmi L étant la longueur totale du solénoïde. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que le rapport de l'élément infinitésimal sur le truc total va être le même qu'on parle de distance ou qu'on parle de nombre de tours. Fait qu'on peut dire que le rapport là, de dx sur L va être exactement égal au rapport dn sur n.
Okay? Avec les schémas ici, c'est très logique que ce soit exactement la même chose. Les deux rapports vont être exactement les mêmes. Okay? Et maintenant qu'on a ça, on peut isoler dn. dn, ça va être égal à n sur L fois dx. Okay? N sur L, je vais vous en reparler dans quelques instants, là, ce serait le nombre de tours, le nombre de spires qu'il y a dans votre solénoïde divisé par la longueur de votre solénoïde. Donc n sur L, on va appeler ça la variable n minuscule. Mais ça, je vais vous en reparler dans quelques instants. Pour l'instant, je vais me concentrer sur l'intégrale. On y reviendra okay, à ça. Donc on peut dire que dn égale à n minuscule fois dx. Okay? Et n minuscule, c'est une constante. C'est le nombre de tours, c'est le nombre de spires par mètre ou le nombre de tours par mètre que contient votre solénoïde. Fait que c'est un peu, si vous voulez, la concentration de tours par mètre que dans votre solénoïde. Okay? Mais bref, c'est une constante. Okay? C'est pas le nombre de tours, c'est pas la longueur, c'est comme le nombre de tours par mètre. Okay? Qui est pareil, ça décrit le solénoïde dans son ensemble. C'est vraiment pareil pour tous les endroits, peu importe où vous êtes dans le solénoïde, là, vous avez exactement la même concentration de tours par mètre. Donc, bref, c'est une constante. Et on peut la sortir de l'intégrale. Fait que quand on écrit, là, on remplace on remplace dn par n minuscule fois dx. Le n minuscule est une constante, donc on peut le sortir de l'intégrale. Et le dn ici est devenu dx. En fait, il est devenu n fois dx, mais le n est sorti de l'intégrale. Okay. Fait que ce qui nous reste à faire, c'est ça ici. Fait que juste des constantes. Et là, il faut intégrer sin cube de alpha fois dx. Okay. On est un petit peu plus avancé que ici, parce que là, sin cube de alpha fois dn, on ne savait pas trop quoi faire avec notre dn. Sin cube de alpha fois dx, ben là déjà, on s'en vient pas pire, parce que dx, il y a moyen là, de faire le lien là, et de convertir ça en angle alpha en se servant du triangle rectangle. Hein, parce que si vous regardez, là, ici, on pourrait toujours se faire une espèce de triangle rectangle. La base mesure x, la hauteur mesure r, et l'angle ici mesure alpha, qui est le même angle alpha, qui est l'angle alpha qui vient de la formule là, du champ magnétique produit par une spire. Okay. Donc, on va travailler avec ce triangle rectangle-là ici. Et à partir d'ici, vous allez trouver ça pas mal plus simple. Dans le fond, on y va avec la tangente. On dit la tangente de l'angle alpha, c'est égal à r majuscule sur x. Okay. Ça nous permet d'isoler facilement x. Donc, x égale à r sur tangente alpha. 1 sur tangente, c'est la même chose que cotangente. Okay. Donc, x égale à r fois cotangente alpha. Et là, on dérive ça par rapport à alpha. Donc, dx sur alpha, c'est égal à la dérivée de ça par rapport à alpha. R, c'est une constante. La dérivée d'une cotangente, c'est moins coséquente carrée. Okay. Et après ça, si on multiplie de deux côtés par dA, on va être capable de dire que dx, c'est égal à moins r fois coséquente carrée de a fois d, de alpha fois d alpha. Okay. Coséquente, c'est 1 sur sin. Donc, coséquente carrée, c'est 1 sur sin carré. Okay. Fait que là, on vient de trouver comment on vient de trouver qu'on peut remplacer dx par ça ici. Et on va s'en servir là, dans pratiquement tout de suite, là, dans quelques instants. C'est que si on avait notre intégrale tout à l'heure, l'intégrale qu'on avait, c'était l'intégrale de sin cube alpha dx. Mais là, on vient de montrer que dx peut s'écrire comme ça. Donc, on va juste le remplacer. Fait que notre intégrale, c'est l'intégrale de sin cube de alpha fois dx. Mais dx, c'est ça ici, moins r d alpha sur sin carré alpha. Et donc, ça, c'est des trucs qui vont simplifier. Hein. Sin cube alpha sur sin carré alpha, ça donne juste sin alpha. Et le r, on peut le sortir de l'intégrale. Puis, il va se simplifier avec le r qu'on avait déjà auparavant. Donc, les r disparaissent. Okay. Et il nous reste seulement à intégrer ça ici, l'intégrale de moins sin alpha d alpha. On aurait pu sortir le moins de l'intégrale, mais on a fait exprès de le laisser dedans parce que l'intégrale de moins sin, ça donne directement cosinus. Hein. L'intégrale de... C'est ça, l'intégrale L'intégrale de sin, c'est moins cos. L'intégrale de moins sin, ça va être cos. Okay? Fait qu'on a fait l'exprès de le laisser là-dedans. Donc cette intégrale-là, sin alpha d alpha, donne tout simplement cosinus de alpha. Okay? Qu'on va évaluer entre nos deux bornes d'intégration, borne inférieure alpha 1, borne supérieure alpha 2. Et ça, ça donne tout simplement ça ici. Fait qu'on a toutes nos constantes qui sont regroupées. Donc ce qu'on a ici évalué à alpha 2, et on soustrait ce qu'on a ici évalué à alpha 1. Ça fait cos alpha 2 moins cos alpha 1. Okay. Qu'on va mettre en valeur absolue, un peu pour la même raison que la section 4.8, c'est que les angles alpha 1 et alpha 2, vous allez voir, là, ils sont interchangeables. Fait que peu importe quel angle vous appelez alpha 1, quel angle vous appelez alpha 2, ça ne changera rien, parce que de toute façon, on le calcule en valeur absolue. Okay. Fait que, bref, on vient de trouver une formule qui nous permet de calculer c'est quoi le module du champ magnétique pour n'importe quel point qui se trouve le long de l'axe central
du solénoïde. Donc, une ligne qui passe par le centre du solénoïde, n'importe quel point P qui est là, ça peut même être à l'intérieur, n'importe quel point P qui se trouve le long de cette ligne-là, on est capable de calculer assez facilement c'est quoi le module du champ magnétique qui va être produit. Okay. Juste des petites remarques sur cette formule-là. Fait que premièrement, je reviens encore au petit n minuscule. Fait que n minuscule, c'est, comme je disais, une espèce de... C'est comme la concentration de tours que vous avez dans votre solénoïde. C'est égal au nombre de spires total que contient votre solénoïde, divisé par la longueur totale de votre solénoïde. Fait que ce serait comme un nombre de tours par mètre. Okay. Mais un nombre de tours, c'est pas une unité physique. Fait que les unités de ça, c'est juste égal à des 1 divisé par mètre, qu'on note généralement le mètre exposant moins 1. Okay. C'est un nombre de tours par mètre. Okay. Fait que si vous avez par exemple ces deux solénoïdes-là, vous voyez qu'ils sont différents. Okay. Les deux solénoïdes ont la même longueur. Hein. La longueur L ici, c'est la même longueur que la longueur L ici. Mais vous voyez bien sûr que ce solénoïde-là, il contient un plus grand nombre de tours que ce solénoïde-là. Okay. Puis comme que le N minuscule, c'est le nombre de tours divisé par L, ben c'est sûr que lui ici, comme il contient un plus grand nombre de tours que celui-là, la valeur de N ici serait plus grande que la valeur de N ici. Si lui on l'appelle, mettons, le solénoïde 1, on va dire qu'il y a une concentration N1. Lui, c'est le solénoïde 2, il y a une concentration N2. Puis on voit que N2 serait plus grand que N1. Okay. Et vous voyez que le module du champ magnétique, c'est directement proportionnel à N. Fait que plus le N est grand, plus que le champ magnétique est grand. On le voit ici, hein, avec les petites lignes de champ magnétique. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de lignes de champ magnétique dans ce solénoïde-là, à l'intérieur, qu'ici. Donc on comprend que le champ magnétique, là, il est plus fort dans ce solénoïde-là que dans ce solénoïde-là. C'est bien normal, parce que si vous avez plus de spires, on sait que c'est chaque spire qui produit du champ magnétique. Fait que si vous en avez plus, ben, vous avez une plus grande concentration de champ magnétique. Okay. Mais bref, tout ça pour vous dire que le N minuscule, c'est pas le nombre de tours. Il y a plusieurs personnes qui se mélangent avec ça. Ils disent ah oui, là, tu sais, dans la formule, ils s'en rappellent pas trop. Là. Puis quand ils disent ah oui, N, c'est le nombre de tours de votre solénoïde. Mais non, c'est pas le nombre de tours, c'est la concentration de tours par longueur. C'est le nombre de tours divisé par la longueur de votre solénoïde. C'est le nombre de tours par mètre. Okay. C'est pas juste le nombre de tours. Et deuxième chose qui est importante aussi, c'est les fameux angles alpha 1 et alpha 2. Okay. Quand on a fait notre intégrale, on disait ah oui, on intègre ça là, de alpha 1 à alpha 2. C'est quoi ces bornes-là? Ben rappelez-vous, ça vient un peu des bornes en X. Hein. Si on avait intégré en X, on aurait dit qu'on intègre de ici jusqu'à ici, de manière à parcourir tout le solénoïde. Donc la borne inférieure et la borne supérieure de votre intégrale, c'est tout le temps les bornes qui vont correspondre à chacune des deux extrémités de votre solénoïde. Fait que quand on intègre pour les angles, ben c'est un peu la même chose. C'est que vous avez le point P qui vous intéresse, le point pour lequel vous voulez calculer le champ magnétique qui est produit. Et vous voyez les angles alpha 1 puis alpha 2, c'est les angles qui correspondent à chacune des deux extrémités, à chacune des deux spires, si vous voulez, là, qui se retrouvent à chaque extrémité de votre solénoïde. Donc, vous pouvez partir de votre point P, tracer une ligne qui rejoint une des extrémités du solénoïde et une deuxième ligne qui rejoint l'extrémité du deuxième solénoïde, et c'est là, ça va être ça vos angles, alpha 1 et alpha 2. Okay. Qu'on peut interchanger. Fait que c'est pas grave lequel on appelle alpha 1 puis alpha 2, parce que de toute façon, on les met en valeur absolue, ils vont pouvoir changer. Okay. Une des choses qui est importante quand vous utilisez cette formule-là, et c'est souvent par rapport à ça que les gens se trompent là, puis commettent des erreurs, c'est que c'est bien important que les angles alpha 1 et alpha 2 doivent être mesurés par rapport à la même orientation. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner des exemples. Là. Imaginez que vous avez un solénoïde. Encore une fois, j'ai pas fait un vrai beau dessin, j'ai juste fait un cylindre. Là. Imaginez que vous avez un solénoïde qui est ici. Vous avez un point P qui se trouve à l'extérieur du solénoïde, puis admettons qu'on veut calculer c'est quoi le champ magnétique qui est produit. Fait que comme je disais tout à l'heure, on part de notre point P, on va aller se tracer deux lignes qui vont rejoindre chacune des deux extrémités de notre solénoïde. Okay? Une façon correcte de calculer les angles, alpha 1 et alpha 2, ce serait de dire, là, on va se fier à cette orientation-là. Okay? Fait qu'on va définir là, que cette ligne-là, qui est le long de notre axe, l'axe solénoïde, cette ligne-là correspond à 0 degré. Et on va se fier là-dessus pour aller mesurer les angles alpha 1 et alpha 2. Fait qu'on pourrait dire par exemple que alpha 1 ça vaut 20 degrés et que alpha 2 ça vaut 40 degrés. Ou on pourrait les interchanger. C'est pas grave lequel vous appelez alpha 1 puis alpha 2, puis vous voyez que ça donne effectivement la même chose. Okay? Fait que ça, ce serait une façon de le faire comme il faut. Juste calculer la valeur numérique de ce terme-là pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'est correct de faire ça. C'est une bonne façon de le faire. Une autre chose qu'on aurait pu faire, mais je doute que
les gens fassent ça vraiment, mais ce qui marcherait aussi, c'est qu'on aurait pu dire, OK, nous, on va décider que ça ici, c'est notre point de repère. Fait que ça, on appelle ça 0 degré, là, la ligne qui passe sur le long de votre axe. Okay. Et là, on va se fier à cette ligne-là, 0 degré, pour aller mesurer les angles alpha 1 et alpha 2. Fait que là, à ce moment-là, on aurait un angle alpha 1 qui est égal à 140 degrés, un angle alpha 2 qui est égal à 160 degrés, okay, ou l'inverse. Mais vous voyez que ça, c'est une autre bonne possibilité. Ça fonctionne, ça donne le même résultat qu'ici. Fait que ça, c'est correct. Okay. Quand vous avez une situation comme ça, où le point P est situé à l'extérieur du solénoïde, souvent les gens ils vont toujours faire toujours faire ce choix-là, okay, de manière à avoir deux angles aigus, là, deux angles qui sont plus petits que 90 degrés. Ça semble plus intuitif, plus logique de faire ça. Puis c'est vrai que généralement, c'est ce qu'on fait, c'est bien correct. Okay. Là où vous risquez de vous mélanger, c'est quand vous avez une situation comme ça. Quand vous avez un point P qui est situé à l'intérieur de votre solénoïde, okay, la formule fonctionne quand même, hein, que le point soit vis-à-vis directement vis-à-vis du solénoïde, à l'extérieur, à l'intérieur, c'est pas grave, la formule fonctionne. Okay. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que comment vous allez calculer vos angles. Ben, première chose qu'on fait, c'est qu'on part de notre point P, on va se tracer deux lignes droites qui vont rejoindre chacune de nos deux extrémités. Okay. Et là où il ne faut pas se tromper, c'est ici que c'est important, c'est comment vous allez mesurer vos angles. Comme on vient de dire, il faut se choisir une orientation qui va être soit vers la droite, soit vers la gauche. Là, et on se fie toujours à cette orientation-là pour mesurer nos deux angles, alpha 1 et alpha 2. Donc, une des possibilités, c'est-à-dire on va considérer qu'à partir de notre point P, là, si on est à droite de l'axe, la ligne qui part à droite sur l'axe, on suppose que ça c'est 0 degré. On se fie là-dessus pour mesurer nos angles alpha 1 et alpha 2. Ça nous donne 40 degrés et 130 degrés. L'inverse, là. Mais ça, c'est correct. C'est la bonne réponse. Ça, c'est quelque chose qui est correct de faire. On pourrait le faire de l'autre côté. On pourrait décider là, que à partir du point P, la ligne qui part à gauche, là, qui est alignée avec l'axe du solénoïde, ça, c'est 0 degré. Et on va se fier à ça ici pour mesurer nos angles alpha 1 et alpha 2. Ça donnerait là, 50 degrés et 140 degrés. Et vous voyez que ça fonctionne aussi. Ça donne le même résultat numérique et c'est ça la bonne réponse. Okay. Mais ce que beaucoup de personnes vont avoir tendance à faire, c'est d'aller faire ça comme ça. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à faire ça parce que naturellement, on a tout le temps tendance à voir les angles là, comme étant à aller chercher les angles aigus. Okay. Dire que, par exemple, votre alpha 1 c'est 40 degrés, puis votre alpha 2 c'est 50 degrés. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Vous voyez hein, qu'est-ce que ça donne. Si vous faites ça, vous allez avoir un résultat numérique égal à 0.123. Puis on sait que c'est pas ça parce que la bonne réponse c'est 1.409. Okay. Fait que ça, ici le problème, c'est que vous n'avez pas mesuré les angles correctement. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça, c'est pas bon. C'est ça que je voulais dire là, que les angles alpha 1 et alpha 2 doivent toujours être mesurés par rapport à la même orientation. Okay. Fait que soit vous décidez que votre orientation de référence, c'est ça ici, vous appelez ça 0 degré, et vous vous fiez à cette seule et même orientation-là pour mesurer vos deux angles alpha 1 et alpha 2, ou vous décidez que votre orientation de référence, c'est celle-là ici, que vous appelez 0 degré, et vous vous fiez à cette orientation-là pour mesurer vos deux angles, alpha 1 et alpha 2. Mais si vous changez d'idée en cours de route, si vous décidez que, pour l'angle alpha 1, vous considérez que ça, c'est 0 degré, puis là, pour l'angle alpha 2, vous changez d'idée, puis vous décidez que ça, c'est 0 degré pour mesurer votre angle alpha 2, mais là, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas la bonne réponse. Okay? Fait que c'est juste ça qui est important. Il faut juste se choisir une orientation qu'on va appeler 0 degré, peu importe laquelle, là, mais une fois que vous l'avez choisie, conservez-la, puis respectez cette orientation-là pour vos deux angles, alpha 1 et alpha 2. Changez pas d'idée en cours de route. C'est tout le temps la même orientation que vous devez utiliser. Okay? Et dernière chose, c'est que maintenant que vous savez comment regarder les angles correctement, okay, ben, la formule ici, c'est la formule qui fonctionne pour un solénoïde qui a une certaine longueur quelconque, une certaine longueur qui est finie. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se produit si on imagine qu'on a un solénoïde qui est infini? Okay. Bon, infini, on commence à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Là. Ça veut dire qu'un solénoïde pour lequel la distance R serait beaucoup plus petite que la longueur L. Okay. Fait qu'imaginez que vous avez un solénoïde comme ça. Là, évidemment, sur l'écran, il y a une certaine longueur finie. Mais imaginez là, que le solénoïde irait là, très loin, qu'on l'allongerait à gauche et à droite, là, très grand, très long.
Okay? Donc, les lignes qu'on pourrait tracer entre notre point P, qui est situé au centre du solénoïde, et chacune de nos deux extrémités, bien, vous comprenez que plus que le solénoïde est long, plus que ces lignes-là deviendraient horizontales. Hein, ça deviendrait quelque chose comme ça, puis tranquillement, ça deviendrait de plus en plus horizontal. Donc, ce serait quoi les bonnes valeurs d'angle alpha 1 et alpha 2 à utiliser dans ce cas-là, quand le solénoïde deviendrait très long? Okay? Ben, une des façons de faire, ce serait par exemple de se donner un point de référence. On pourrait dire qu'on va décider que la direction comme ça, on l'appelle 0 degré. Okay? Et là, on va rester avec cette orientation-là pour mesurer nos angles. Les lignes ici vont devenir là, de plus en plus horizontales. Donc, l'angle alpha 1, ce serait juste 0 degré, parce que cette ligne-là va éventuellement devenir presque une ligne horizontale, là, quand le solénoïde va devenir très long. Donc, ça va être un angle alpha 1 de 0 degré. Et la ligne ici va devenir une ligne horizontale là, qui pointe vers la gauche. Mais si notre référence de 0 degré est à droite, l'angle ici, ce sera l'angle au complet comme ça, donc 180 degrés. Okay. Donc on pourrait dire que alpha 1 égale à 0 et alpha 2 égale à 180, ou l'inverse, ce qui revient exactement au même. Okay. Puis qu'est-ce que ça va donner quand on va rentrer ça dans notre formule? Ben mettons, si alpha 1 vaut 0, puis alpha 2 vaut 90, pardon, 180, qu'est-ce que ça va donner? Ben, cos de 0, ça donne 1. Et là, on soustrait cos de 180 degrés. Cos de 180 degrés, ça donne moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça donne 2. Okay? Et ce 2-là va s'annuler avec le 2 ici qu'on avait à notre numérateur. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est une formule super simple. C'est mu0 fois n fois i. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cette formule-là, qui est la formule qui marche pour des solénoïdes de n'importe quelle longueur, mais qu'on a pris ça et qu'on a poussé ça à l'extrême pour un solénoïde qui serait infini. Donc l'équation qu'on obtient ici, c'est une des équations de la section 4.9. Hein, c'est la deuxième équation, et c'est le module du champ magnétique qui est produit à l'intérieur d'un solénoïde infini. Il y a un solénoïde qui est très long, un solénoïde qui respecte cette condition-là. Okay. Donc c'est ça. Fait que pour un solénoïde l'affaire qui est un peu bizarre, c'est que pour un c'est pas bizarre, là, mais pour un solénoïde qui est fini, okay, vous voyez que dans l'équation, ça dépend des angles, alpha 1 et alpha 2. Puis les angles alpha 1 et alpha 2, c'est relié dans le fond à l'endroit où votre point P se trouve. Si vous changez la position de votre point P, l'angle alpha 1 et alpha 2 va changer. Okay? Mais c'est un peu normal que quand vous avez un solénoïde qui est infini, il n'y ait plus du tout d'angles qui apparaissent dans votre équation, parce que de toute façon, si votre solénoïde est infini, c'est sûr et certain que votre point P, il va être toujours situé, si vous voulez, là, au centre du solénoïde, parce que vous allez avoir comme infini de solénoïde par là et infini de solénoïde par là. Donc, il y a comme c'est normal quand on y pense que les angles disparaissent de cette version-là de l'équation, parce que même si vous changez un petit peu la position de votre point P, à l'intérieur du solénoïde infini, les angles ne vont pas influencer. Vous allez toujours être de toute façon au centre de votre solénoïde. C'est juste ça que ça veut dire. Okay. Puis, dernière chose que je peux vous dire en terminant, c'est que l'équation qu'on a vue, cette équation-là et cette équation-là, ça permet de calculer le module du champ magnétique là, produit par un solénoïde quand on est le long de l'axe central. Okay. Mais ce serait à peu près la même valeur de champ magnétique qu'on aurait, même si on n'est pas exactement sur l'axe central, si on est un petit peu en haut ou un petit peu en bas. En fait, le champ magnétique, dès qu'on est à l'intérieur d'un solénoïde, là, il est à peu près constant. Puis quand on est à l'extérieur, le champ magnétique est à peu près zéro. On le voit bien dans cette illustration-là, encore une fois, c'est que on voit qu'au centre du solénoïde, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus blanc. Okay? Fait que dans cette représentation-là, c'est qu'on voit que, comme le feeling, que le champ magnétique est très fort là, à l'intérieur du solénoïde et beaucoup plus faible, même pratiquement zéro là, quand on est à l'extérieur. Okay. Ça, c'est un vrai exemple qui a été fait. Là. Ça ressemble un petit peu à lui de tout à l'heure. Fait qu'on voit encore une fois qu'à l'intérieur, la limaille de fer, elle s'est toute alignée là, horizontalement. On voit les petits effets là, aux extrémités. Puis quand on est à l'extérieur du solénoïde, la limaille de fer est restée pratiquement intacte. Elle ne s'est pas vraiment réorientée. Elle n'a pas dessiné des lignes là, des lignes qui ressemblent à quelque chose comme ça. Parce que le champ magnétique est vraiment très fort à l'intérieur du solénoïde, mais pratiquement nul quand on est à l'extérieur. Donc voilà pour les équations de la section 4.9, fait qu'il y en a deux. Okay. Juste vous montrer là, rapidement des petits exemples à quoi ça pourrait ressembler, là, des problèmes que vous allez rencontrer dans la section 4.9. Ben c'est pas une grosse surprise, c'est que vous allez avoir des solénoïdes.
OK? Et on va vous demander de calculer le champ magnétique total à différents endroits. OK? On vous donne ici toutes les dimensions. Fait que vous allez connaître le R, vous allez connaître le nombre de spires. Vous pourrez le compter par vous-même, mais on vous le dit. OK? Ce solénoïde-là contient 8 spires. Fait que vous connaissez toutes les informations nécessaires pour calculer. Okay. Donc ça c'était le 4.9.2. Fait que vous avez un seul solénoïde et on vous demande de calculer le champ magnétique à différents endroits, à différents points P là, situés le long de l'axe X. Et le 4.9.3, ici vous avez deux solénoïdes, vous voyez. Okay. On vous donne toutes leurs caractéristiques, on vous donne le nombre de tours, leur diamètre, leur longueur. Donc vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Et dans le fond, ici, ce qu'on vous demande, c'est le champ magnétique total qui est produit au point P. Okay. Donc ici, il faut juste faire un principe de superposition. C'est diviser votre problème en deux. Il commence par calculer c'est quoi le champ magnétique produit au point P par mon premier solénoïde. Et ensuite, c'est quoi le champ magnétique produit au point P par le deuxième solénoïde. Donc vous allez avoir comme deux petits vecteurs champ magnétique. Vous allez avoir comme ça deux vecteurs champ magnétique. Mais on peut appliquer le principe de superposition et additionner ces deux vecteurs-là pour avoir le champ magnétique total. Okay. Puis même ici, vous êtes chanceux parce que normalement, quand on additionne deux vecteurs, il faut d'abord commencer par les décomposer en composante X et en composante Y. Mais ici, vous n'aurez pas de besoin parce que le champ magnétique produit par un solénoïde, c'est tout le temps aligné là, dans la même direction que l'axe, d'un sens ou dans l'autre. Fait que ce solénoïde-là ici va produire un vecteur champ magnétique qui va être soit vers le haut, soit vers le bas, mais ce ne sera pas en diagonale. C'est juste fait que un champ magnétique selon l'axe Y. Et ce solénoïde-là, au point P, va produire un champ magnétique qui va être selon l'axe X, peut-être vers la droite, peut-être vers la gauche. Ça va être à vous de le déterminer, mais c'est sûr que ça va être juste selon l'axe X. Okay? Fait que après, vous allez avoir deux vecteurs que vous allez devoir additionner ensemble. Un des deux vecteurs va être juste dans l'axe X, l'autre vecteur va être juste dans l'axe Y. Fait que vous allez avoir comme carrément juste deux composantes de champ magnétique là, additionnées. Okay. Donc ça va être très simple pour appliquer le principe de superposition. Donc voilà, ça fait le tour de la section 4.9. Donc vous savez maintenant quelle formule appliquer pour calculer le champ magnétique là, qui est produit par un solénoïde. Donc c'est en faisant des exercices que vous allez juste être sûr là, de bien comprendre comment fonctionne la formule, puis que vous allez devenir bon pour l'appliquer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.